tous dans cette série d'émissions dédiée aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore, par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société. L'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire qui nous ramène dans les années 50 en Afrique noire. Le Congo. Un pays gigantesque au centre de l'Afrique, le poumon vert du continent, l'ancien royaume Congo de la reine Zinga de Ngola. En 1885, le royaume perd sa souveraineté lors du congrès de Berlin qui découpe l'Afrique au profit des pays européens. Fait exceptionnel, le Congo devient la propriété privée du roi des Belges, Léopold II. En 1908, Léopold II cède le pays à la Belgique qui en fait une colonie. L'exploitation des ressources du pays est effectuée avec une extrême violence. Le travail forcé est la règle. La torture est de rigueur. Mains ou pieds coupés pour ceux qui n'atteignent pas le quota des productions. Un homme, notre homme, va passer sa vie à lutter pour l'indépendance, pour l'unité du pays et du continent noir et afin de redonner la fierté à tout un peuple, le peuple Congo. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr de Patrice Emery Lumumba, panafricain et pionnier de l'indépendance du Congo. Patrice Emery Lumumba, de son premier nom Okita Sambo, est né le 2 juillet 1925 à Onalawa, dans la région de Katakokombe, au nord du Kasaï. Après un début de scolarité conflictuelle, il obtient son certificat chez les frères maristes de Stanleyville, Kisangani aujourd'hui. Il poursuit ses études à l'école postale de Léopoldville, Kinshasa actuellement, et réussit brillamment le concours devenant commis de 3e classe. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud-Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé, une trouvaille de l'administration coloniale qui veut saluer la volonté d'intégration d'une catégorie de Noirs congolais. Il découvre, en travaillant pour la société minière, que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale. Les premières revendications indépendantistes se manifestent en 1955. Jusqu'en 1956, ces revendications étayées dans son livre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?», visent surtout à obtenir l'égalité des droits sans mettre en cause le cadre d'une communauté belgeo-congolaise. Cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main. Lumumba fonde en octobre 1958 le mouvement national congolais, MNC, le seul à vocation nationale. En décembre 1958, il est présent à la conférence des peuples africains à Accra, qui constitue pour lui un tournant politique essentiel. En janvier 1959, des émeutes éclatent dans la capitale Léopoldville, future Kinshasa, provoquant le départ de nombreux Européens. La répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En janvier, l'interdiction d'un rassemblement de l'Abako se transforme en carnage. Puis en octobre, c'est au tour du MNC à Stanleyville. Les gendarmes tirent sur la foule, faisant 30 morts et des centaines de blessés. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Le gouvernement belge fixe l'indépendance au 30 juin 1960 et organise les premières élections nationales en mai 1960. Celle-ci donne la victoire au mouvement national congolais, MNC, de Patrice Lumumba qui devient Premier ministre. Le dirigeant de l'Abako, Joseph Kasavubu, dans un grand souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre, ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste au candidat du parti ayant remporté le plus de voix. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'accession à la dépendance du pays, alors que maladroitement le roi Baudouin loue l'œuvre civilisatrice de la Belgique, Lumumba change de ton et prononce un discours qu'il vient juste d'écrire. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir,
on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Tandis que le parterre d'invités présents l'ovationne, le roi des Belges se sent offensé et veut regagner immédiatement la Belgique. Son destin va se sceller ce jour-là. Les paroles du discours, également retransmis à la radio, sont interprétées par la population comme anti-belges et vont servir de détonateurs. Deux garnisons de la force publique se mutinent contre leurs officiers belges. C'est la panique. Des officiers et des cadres belges de l'administration sont chassés, malmenés et quelques-uns sont tués. Des émeutes visent les entreprises tenues par des blancs, des pillages ont lieu, des exactions sont commises. Dès lors, une grande majorité des cadres belges et leurs familles prennent la fuite. Le 11 juillet 1960, soit moins de 2 semaines après la passation du pouvoir, Moïse Tshombe proclame l'indépendance du Katanga avec l'appui de la Belgique. 11 000 soldats belges sont acheminés au Congo en 10 jours, précédés par les troupes spéciales des paracommandos. Cette intervention militaire surprend à l'étranger, et encore plus en Afrique, par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité de ce déploiement militaire. Après la sécession du Katanga, le 24 juillet, Lumumba débarque à New York et rencontre le secrétaire général des Nations Unies. Le gouvernement belge a profité, alors que c'est lui-même qui est fautif, des troubles qui se sont produits au Congo, de n'avoir pas prévu, de n'avoir pas du tout créé des cadres et de nous avoir accordé l'indépendance. Les premiers contingents indiens et de la paix débarquent le 16 juillet 1960. Le général onusien refuse d'attaquer le Katanga. Il se rend même en personne pour passer un accord avec Tshombe. Des casques bleus sont envoyés au Katanga. Poussé par les circonstances, Lumumba n'a pas d'autre choix que de demander l'aide soviétique. Les Russes lui fourniront des avions de transport et des techniciens. Les pays de l'Ouest se disent choqués par l'aide soviétique. L'offensive congolaise avec l'aide soviétique contre le Katanga est un fiasco. L'ONU refuse de ravitailler les véhicules en carburant. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba. Le président Joseph Kasavubu annonce à la radio la révocation de Lumumba alors qu'il n'en a constitutionnellement pas le droit. Quelques heures plus tard, Lumumba révoque à son tour le président Kasavubu. Il est accusé de haute trahison. Cependant, Lumumba sent que le piège se referme. Immédiatement, un coup d'État soutenu par la CIA éclate à Léopoldville, avec l'entrée en scène de Joseph Désiré Mobutu, chef des armées nommé quelques semaines auparavant par Lumumba. Il annonce lui-même les destitutions du président et du Premier ministre et prend le pouvoir. Le 5 octobre 1960, le téléx du ministre belge des Affaires africaines, Harold Aspremont Linden, adressé au chef de la mission technique belge à Elisabethville, ne laisse planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. Ce message codé retiendra bien plus tard toute l'attention de la commission d'enquête Lumumba pour connaître la vérité de son assassinat. Le 10 octobre, Mobutu assigne à résidence Lumumba. Un premier cercle de casques bleus ghanéens est censé le protéger, un second cercle de soldats congolais a ordre de l'arrêter. Coup de théâtre. Le 27 novembre, Lumumba s'échappe avec sa famille de la résidence Tickens à Kalina et tente de gagner Stanleyville, son fief politique, avec une petite escorte au bord de sa Chevrolet. Il espère y retrouver des troupes et des nationalistes qui lui sont restés fidèles. Cette chasse à l'homme fera l'objet d'une cascade de courts télégrammes, très urgents et confidentiels, entre les autorités belges, la CIA, les Russes, pour ne citer qu'eux. Après un premier échec, le 1er décembre, un téléx daté du 2 décembre 1960 rapporte que Lumumba a été arrêté à Lodi, sur la rivière Kasai, dans le district de Sankuru, par les soldats du colonel Mobutu. Ce même 2 décembre, Lumumba est transféré à Léopoldville. On le livre comme un trophée de guerre. On emmène le nationaliste à la villa de Mobutu. Ces images fortes de l'ancien Premier ministre, maltraité sous le regard du colonel Mobutu, font le tour du monde. Lumumba ne peut pas rester à Léopoldville. Ses partisans y sont trop nombreux. On l'emmène à Tizville, dans le Bas-Congo. On l'enferme dans un camp militaire, mais Tizville n'est pas un lieu approprié. Les gardes pourraient sympathiser avec le nationaliste.
Une lettre écrite par le major Weber, assistant de Moïse Tshombe, adressée au roi Baudouin, relatant un accord entre Tshombe et Mobutu, prouve que le roi Baudouin est au courant qu'un plan pour assassiner Lumumba est en préparation. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont envoyés au Katanga où règne Moïse Tshombe. Pendant les 6 heures de vol et jusqu'à leur descente d'avion, les prisonniers seront tabassés. Ensuite, sous haute escorte militaire, ils seront conduits dans une petite maison où ils seront ligotés et torturés plusieurs heures durant par des responsables katangais, dont Moïse Tshombe, Munongo, Kimba, Kibwe, Kitenge, mais aussi les Belges, Gatt et Verscher. Ils seront fusillés le soir même par des soldats sous le commandement d'un officier belge, avec la complicité belge et le soutien des États-Unis, dont la CIA, qui reconnaîtra plus tard son rôle actif. Le lynchage de Patrice Lumumba va entraîner des réactions violentes dans de nombreuses régions du monde. Aux Nations Unies, à New York, une réunion du Conseil de sécurité a été violemment interrompue. Dans plusieurs autres grandes capitales, telles que Londres, Berlin, Moscou, des manifestations violentes anti-belges ont éclaté. À Paris, la Fédération des étudiants africains a manifesté près de l'ambassade de Belgique. Même situation dans les capitales africaines. Au Caire, une manifestation pacifique à proximité de l'ambassade de Belgique a dégénéré. La situation au Katanga, elle, va encore se détériorer davantage, avec la mort du général onusien et la prise en otage des soldats de la paix. L'image symbolique de ce conflit qui restera à jamais dans nos mémoires est celle de Patrice Lumumba au milieu de ses bourreaux regardant la caméra de façon déterminée, sans trembler. L'homme, le panafricain, qui rêvait d'unifier l'Afrique et de participer à la construction des États-Unis d'Afrique, aura été assassiné pour avoir défendu les intérêts du Congo, provoquant la haine des Belges et des Américains. Unanimement reconnu comme le héros de l'indépendance du Congo, Lumumba a acquis une renommée allant bien au-delà de son héritage théorique ou de ses 2 mois de pouvoir. Ainsi s'achève l'histoire de Patrice Lumumba. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.